un adage africain qui souligne que si vous voyez une personne en train d'avaler les noix de coco en entier, donc il fait confiance à son derrière, vous ne vous étonnez pas. Salut tout le monde et bienvenue dans votre nouveau numéro du journal Sauvons l'Afrique. Dans votre chaîne Le Congo ne tombera jamais, KTJ News au monde. Peuples africains partout où vous le suivez, il faut encore soyez le bienvenu. Au sommaire, retenons que la participation brutale du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi au 79e Assemblée générale de l'ONU. Toujours au sommaire, retenons qu'en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky aux États-Unis pour y présenter son plan de victoire contre la Russie. Retenons encore que le président russe Vladimir Poutine, toujours au sommaire, affirme que bientôt il va utiliser des armes balistiques et nucléaires pour contredire le plan de l'OTAN. C'était tout pour le titre. Il faut encore que soyez le bienvenu. Comme je vous ai annoncé au sommaire, retenons que le président russe Vladimir Poutine affirme d'utiliser d'armes tueurs pour combattre contre la guerre en Ukraine. Souvent, ces détails. Au total, environ 140 000 drones de différents types ont été livrés aux forces armées en 2023. Cette année, la production de drones pilotes devrait être multipliée par près de 10. En outre, la gamme des systèmes des drones va s'élargir et des bateaux sans pilote sont en cours de création, comme nous l'avons vu aujourd'hui. Ainsi que des plateformes robotisées à usage polyvalent. Dans le même temps, la plupart d'entre eux seront envoyés aux troupes situées sur la ligne de contact des combats. Mais on peut les comprendre quand on voit ce qui est arrivé à ceux qui ont osé parler, soit ils sont morts, soit ils sont partis. Est-ce qu'il reste encore une voie pour s'opposer à Vladimir Poutine en Russie? Vous savez, je suis de moins en moins optimiste concernant justement ces voix qui peuvent porter le changement en Russie, y compris d'ailleurs au sein de l'opposition russe à l'étranger. C'est peut-être un autre sujet, mais que je serais prêt à un moment donné aussi à évoquer. Mais je n'exclus pas que à l'intérieur de cet établissement russe, il y a des mouvements qui ne sont pas du tout d'accord avec la stratégie jusqu'au-boutiste pratiquée aujourd'hui par Poutine, parce que cette stratégie met en cause leurs propres intérêts personnels, leurs propres intérêts d'argent financier, leur propre famille, parce que n'oublions pas que la plupart des familles des oligarques, la plupart des familles de l'établissement politique, ils ne vivent pas à Moscou, ils vivent aux États-Unis, ils vivent à Paris, sur la Côte d'Azur, en Espagne et partout. Et lorsqu'on dit bon, on va envoyer une bombe sur Strasbourg en 3 minutes 20 secondes, en Strasbourg, il y a des enfants, des gens qui menacent d'envoyer cette bombe là-bas. Donc, c'est-à-dire, ils sont prêts à tuer leurs propres enfants. Et là, je crois qu'il y a un vrai problème. Et moi, je pourrais anticiper quand même ce changement progressif, lent, à l'intérieur de ce système, comme les choses d'ailleurs se sont passées à l'intérieur du système soviétique, parce que évidemment, à l'époque, il y en a qui me disent que c'est Gorbatchev qui voulait améliorer, amender ce système, alors que Poutine veut au contraire crisper ce système, serrer encore plus les boulons. Mais en même temps, il y a une vraie opposition, je dirais, sourde frustration qui travaille aujourd'hui les élites russes à l'intérieur de ce système politico-militaire qui existe en Russie. Vous parlez de la menace que fait planer la Russie, notamment le président de la Douma, qui disait je vous rappelle que un missile Sarmat peut atteindre Strasbourg, donc où siège le Parlement européen, en 3 minutes et 30 secondes. Ouais, 30. Strasbourg, mais c'est trompé de 10 secondes. Je vous en prie, à 3 minutes et 20 secondes, parce que c'est le siège du Parlement européen. Et c'était pour dire, attention aux Européens, n'appliquez pas, non pas ce feu vert, cette possibilité d'autoriser vos pays à fournir des armes occidentales à l'Ukraine pour qu'elle frappe en profondeur le territoire russe. Est-ce que la Russie, une Russie acculée, qui n'arriverait pas à avancer plus vite en Ukraine, pourrait aller jusque-là? C'est toujours instrumentaliser la peur. D'abord, on ne sait pas, évidemment, comment la Russie acculée au mur va... Mais de toute façon, je ne pense pas que Poutine pourrait appuyer sur le bouton, parce que c'est toute une procédure qui pourrait être empêchée, justement, par son propre entourage. Donc, il n'est pas quand même seul à pouvoir prendre cette décision qui va bousiller le monde entier. Donc, voilà. Ça, c'est la première chose. En même temps, il ne faut pas jamais sous-estimer. Il ne faut jamais sous-estimer le facteur sous-rationnel,
irrationnel, je dirais, dans le comportement de la Russie de façon générale. C'est pas du tout un logiciel mental cartésien qui est à l'origine du fonctionnement de ce pays-là, mais je crois quand même c'est du bluff. De façon très générale, la Russie aujourd'hui instille dans l'opinion publique et justement dans les têtes de nos dirigeants qui sont, vous avez remarqué, de plus en plus jeunes. Le ministre des Affaires étrangères, 41 ans, etc. C'est-à-dire, ce sont les gens qui n'ont pas connu la guerre froide, qui sont souvent dans cette espèce de fantasme concernant la Russie qu'ils ne connaissent pas de l'intérieur, qui manquent d'expérience, qui manquent un tout petit peu d'immaturité aussi. Et moi, je dirais, en tant que professeur et quelqu'un qui avait vécu à l'intérieur du système soviétique, n'ayez pas peur de la Russie. De l'autre côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que la Russie doit être contrainte à la paix sur la base de la Charte des Nations Unies. Souvent ces détails. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à l'ONU de forcer la Russie à respecter la Charte des Nations Unies. Dans son discours prononcé mardi devant le Conseil de sécurité de l'ONU, il a affirmé qu'il était urgent d'agir et que la guerre ne pouvait pas se terminer par de simples pourparlers. Putin has broken so many international norms and rules that he won't stop on his own. Russia can only be forced into peace. And that is exactly what's needed, forcing Russia into peace as the sole aggressor in this war, the sole violator of the UN Charter. Le président ukrainien devrait présenter son plan de victoire complet au président américain Joe Biden à la Maison-Blanche cette semaine. Il prévoit également d'en discuter avec les candidats à la présidence Kamala Harris et Donald Trump. Auparavant, Volodymyr Zelensky avait déclaré que ce plan constituerait le fondement de toute future négociation de paix avec la Russie. La guerre russo-ukrainienne, retenant que plusieurs villes ukrainiennes ont attaquées dans la nuit du mercredi au jeudi par les soldats russes. Au moins 16 personnes ont été blessées dans la nuit de samedi à dimanche à Zaporijia, dans le sud-est de l'Ukraine, après une nouvelle attaque aérienne russe. Selon les autorités locales, les bombardements auraient frappé la ville 13 fois d'affilée. L'une des frappes a touché et partiellement détruit une tour d'habitation. Les opérations de sauvetage sont en cours. Plusieurs personnes pourraient encore être coincées sous les décombres. Plusieurs centaines de kilomètres plus loin, le bilan des attaques russes sur le centre hospitalier de Soumy est monté à 10 morts, avec 22 blessés supplémentaires. La plupart des décès sont survenus lors de la deuxième frappe, lorsque le personnel médical et les patients étaient en train d'être évacués. Côté russe, 125 drones ukrainiens ont été abattus au-dessus des régions de Volgograd, Voronezh et Rostov, selon le ministère de la Défense du pays. Ces destructions auraient déclenché un incendie de forêt sur plus de 20 hectares, mais aucune victime n'a été signalée. Parlons toujours de la guerre russo-ukrainienne, retenant que le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que la Russie doit être contrainte à la paix sur la base de la Charte des Nations Unies. Une nuit entière rythmée par le cri strident des sirènes et les frappes meurtrières. Ce jeudi, les habitants de plusieurs villes ukrainiennes ont été brusquement réveillés par une nouvelle salve de bombardements russes. 12 immeubles résidentiels ont été fortement endommagés à Zaporijia. Alors que les opérations de recherche continuent toujours, le bilan des victimes s'alourdit. Pas de morts, mais au moins 8 personnes blessées, dont un garçon de 14 ans. Une autre attaque de drone sur Ivano-Frankivsk a endommagé le réseau électrique de la ville. Plusieurs quartiers sont sans électricité, dont des écoles. De nombreuses lignes de trolleybus sont également bloquées jusqu'à nouvel ordre. Les systèmes de défense anti-aérienne ukrainiens ont également été sollicités pendant plus de 2 heures pour détruire des missiles russes au-dessus de la ville de Kiev. Au total, la Russie a lancé 6 missiles et 78 drones vers l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne. Elle a précisé que ses défenses avaient détruit 4 missiles et 66 drones dans les airs. Rendons-nous aux États-Unis d'Amérique, retenant que le docker américain prêt à paralyser l'économie américaine pour obtenir des augmentations. Suivant. Il avait signé un accord de branche avec l'US Maritime Alliance, l'USMX, qui regroupe la direction de ces ports et un certain nombre de transporteurs. Un accord pour 6 ans qui a expiré hier. Il fallait donc le renouveler. Seulement, les syndicats estiment que depuis 2018, beaucoup de choses ont changé. Il y a eu toute la période
du Covid et post-Covid. Les employeurs comme Maersk, par exemple, ont gagné beaucoup d'argent et les syndicats, eux, veulent aujourd'hui avoir leur part du gâteau, surtout que eux, ils ont continué à travailler pendant cette période du Covid, à assurer les livraisons. Ils demandent donc une augmentation de pas moins de 80% sur les 6 prochaines années. Par ailleurs, ils veulent un certain nombre de garanties sur l'avenir de leurs emplois, notamment face à l'automatisation des grues. L'USMX hier a proposé une hausse de salaire de 50% sur 6 ans et des garanties en termes de retraite notamment. Proposition rejetée par les syndicats, d'où le début de cette grève. C'est une grève historique puisque c'est la première fois depuis 1977. En Chine, les autorités encouragent les touristes rouges sur le pas des Mao Zedong. Suivant ces détails. C'est désormais une destination prisée pour l'intégration des salariés en entreprise, les fonctionnaires du parti ou encore les retraités. Li Shuili voyage avec ce groupe de touristes. Leur dernière étape du jour, la pagode Baota qui a joué un rôle central dans les activités révolutionnaires de Mao. Il n'a pas été facile pour les fondateurs d'établir une Chine nouvelle. Notre parti a traversé tant d'épreuves au fil des ans. Et il a remporté une grande victoire en Chine sous la direction du président Mao, avec le millet et le fusil. C'est la 4e fois que cette femme de 70 ans vient ici. Mon premier pèlerinage date de 1986. Nous devons achever la route de l'armée rouge de notre vivant. Nous convenons avec Li de nous retrouver le lendemain dans un autre haut lieu touristique, mais des policiers en civil l'en dissuadent. Les autorités locales se méfient des journalistes s'éloignant du discours officiel, au point d'empêcher les plus fervents adeptes du parti d'exprimer leur dévotion devant les caméras. Le lendemain, des véhicules banalisés nous suivent alors que nous nous rendons à Nanyuan, à une 50aine de kilomètres de là. Le président Mao souhaitait que cet ancien terrain vague devienne un symbole de la production agricole. Pour célébrer cet héritage et encourager le tourisme rouge, les autorités locales ont érigé ce monument en 2016. 79e sommet des Nations Unies retenant que le président de la RDC, Félix Tshisekedi, s'est rendu aux États-Unis. Il a aussi parlé en long et à large contre la guerre injuste à l'est de son pays. Suivant ces détails. La 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies a été ouverte ce mardi 24 septembre ici à New York. Pendant 5 jours, du 22 au 27 septembre, près de 200 dirigeants du monde entier vont défiler devant la tribune pour présenter leurs priorités et échanger sur les défis mondiaux afin de faire progresser la paix, la sécurité et le développement durable. Cette année, les échanges portent sur les thèmes de ne laisser personne à côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine de générations présentes et futures. La question des inégalités dans le monde et de la réforme du Conseil de sécurité sera au centre du débat général ouvert ce mardi. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a donné les temps pour lui. Un changement s'impose. Le Conseil de sécurité des Nations unies a été conçu par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, la majeure partie du continent africain était encore sous domination coloniale. À ce jour, l'Afrique n'a toujours aucun siège permanent au sein de la principale instance de paix du monde. Un changement s'impose. À l'occasion de ce rendez-vous international majeur, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prendra la parole devant cette tribune ce mercredi 25 septembre autour des 14 heures locales, soit 19 heures heure de Kinshasa. En plus des défis mondiaux sans précédent, cette grand-messe diplomatique est l'occasion pour le numéro 1 de la RDC de réaffirmer son engagement en faveur d'un multilatéralisme fort et efficace. On croit savoir que les priorités de la RDC pour cette Assemblée générale sont, entre autres, le respect de l'intégrité territoriale de la RDC face à l'agression du Rwanda.
Nous pensons aussi que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne manquera pas de demander des sanctions contre le Rwanda pour son agression avérée et son pillage des ressources naturelles congolaises. C'est aussi l'occasion pour le président de la RDC de demander l'appui d'autres États pour le poste de membre permanent du Conseil de sécurité avec plein pouvoir. La mort de Nasrallah. La question est posée. Comment Israël a-t-il localisé cet homme d'État? Suivant cette analyse. Et oui, c'est la question absolument centrale, en tout cas d'un point de vue technique. Les services de renseignement israéliens, depuis la création d'Israël en 48-49, sont et restent manifestement les meilleurs au monde. Vous savez, le secret d'un service de renseignement, il y a deux secrets. L'excellence d'un service de renseignement. Le premier, c'est effectivement l'endurance, la longévité, l'efficacité dans la traque, dans les signaux faibles. Tout ça est très très connu, très classique. Mais on oublie toujours que le deuxième secret, peut-être principal d'un bon service de renseignement, c'est la capacité à obtenir des renseignements de l'intérieur de la cible, c'est-à-dire des complicités, des complaisances. Et il est à peu près inimaginable que dans ce cas de figure, comme dans le cas de figure de l'Iran, où depuis maintenant une quinzaine d'années, des personnels très 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 élevés dans la hiérarchie militaire et nucléaire iranienne sont touchés, ou des matériels extrêmement sensibles sont touchés régulièrement, il est inimaginable que les Israéliens ne disposent pas de complicité en interne. Et je pense que quand vous dites complicité, Frédéric Ancel, vous dites complicité iranienne? Non seulement iranienne en Iran, mais même complicité Hezbollahi au sein du Hezbollah. Alors pour deux raisons possibles, soit parce que au sein même de l'organisation islamiste chiite libanaise, il y a des gens qui en avaient assez de la férule extrêmement autoritaire et mafieuse de Nasrallah. Ça c'est pas impossible, mais il y a aussi des raisons beaucoup plus prosaïques, parfois des raisons, j'allais dire lucratives, pour un certain nombre de gens d'offrir des renseignements. La question est posée au Liban. Est-ce que la mort de Nasrallah va-t-elle paralyser l'économie des Liban? Suivant ces détails. C'est une humiliation, une de plus, j'allais dire. Oui, ça fragilise l'Iran, bien évidemment, parce que, comme on l'a dit il y a un instant, organiquement, le Hezbollah est lié à l'Iran. Et l'Iran avait surarmé le Hezbollah ces dernières années pour son propre intérêt, parce qu'en fait, le jeu de Téhéran était le suivant. Il s'agissait de maintenir une pression sur Israël en empêchant Israël de frapper en retour. Pourquoi? Parce que si Israël frappait en retour Téhéran, eh bien le Hezbollah menaçait l'État hébreu à la frontière. Sauf que Nasrallah et d'ailleurs la République islamique sont allés trop loin dans l'instrumentalisation du Hamas. Je veux dire par là qu'après le massacre du Hamas perpétré en Israël le 7 octobre dernier, dès le lendemain en fait, Nasrallah déclenchait une guerre qu'on appelle de basse intensité, une espèce de guerre d'attrition à la frontière, mais qui a quand même empêché 60 ou 70 000 Israéliens de continuer à vivre chez eux et qui a fait une cinquantaine de victimes. Et je pense que là, il est allé trop loin. C'est-à-dire que pour les Israéliens, la guerre contre le Hamas, c'était la guerre contre le Hamas. Mais si en plus de ça, le Hezbollah, qui n'était pas partie prenante, a priori, décidait d'ouvrir un second front, il fallait le casser. Et donc, en perdant Nasrallah, qui était quand même leur homme lige, et je le répète, un véritable stratège, les Iraniens perdent énormément aujourd'hui avec les coups terribles portés sur le Hezbollah. Alors aujourd'hui, je pense que le risque je pense que la riposte iranienne, elle pourrait surtout toucher non pas tant le territoire israélien, parce que là, si vous voulez, les derniers échelons de l'escalade, ce serait la destruction des zones portuaires iraniennes sur le golfe arabo-persique. Et là, c'est l'asphyxie totale de l'économie iranienne. Donc moi, je pense que l'Iran essaiera plutôt de toucher, comme à son habitude d'ailleurs, des civils, des diplomates israéliens peut-être, des civils juifs. Je rappelle qu'en Argentine, le Hezbollah et les services de renseignement iraniens, c'était le 18 juillet 1994, ont abattu tout de même une centaine de civils juifs. Donc ça, ils l'ont fait aussi en Bulgarie avec des touristes israéliens il y a quelques années. Je pense que là, ça sera sans doute la seule possibilité, alors peu glorieuse certes, mais la seule possibilité pour l'Iran de sortir de cette séquence à peu près la tête haute. Le président français Emmanuel Macron lance un message fort au peuple libanais. Suivant ces messages. Libanaises, Libanais, mes chers amis, une fois encore, je voulais m'adresser à vous directement. Votre pays est si cher à mon cœur, si cher au cœur de nos compatriotes. Et fort de notre longue histoire commune, à chaque épreuve, nous nous tenons à vos côtés, fidèlement, fraternellement. Après l'explosion du port de Beyrouth du 4 août 2020, j'étais venu, 2 jours plus tard, exprimer
la solidarité indéfectible des Français pour le peuple libanais. Aujourd'hui, à nouveau, le Liban est frappé par le chagrin et la peur. Le chagrin pour toutes les victimes civiles des attaques de cette semaine, pour leurs proches endeuillés. La peur aussi, celle qu'à la crise économique, à la crise politique, à la crise sociale qui vous affecte, s'ajoute maintenant la guerre. Alors que votre pays n'en finit pas de surmonter les épreuves, le Liban ne peut vivre dans la peur d'une guerre imminente. Et je vous le dis très clairement, comme je l'ai dit à tous, nous devons refuser cette fatalité. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'échanger avec vos dirigeants, avec aussi les acteurs déterminants de la crise d'Israël à l'Iran. Je leur ai dit que le Liban devait être préservé et la guerre évitée. Et il appartient à vos responsables politiques aussi d'agir en ce sens, et c'est ce que je leur ai dit. Un chemin diplomatique existe, il est exigeant, et c'est celui que la France veut tracer pour le Liban avec tous ses partenaires. Nous agissons au nom de nos valeurs, de notre amitié, de nos sentiments fraternels pour le Liban. Nous le faisons avec clarté et en disant la vérité à tous, Israéliens, Iraniens, partenaires internationaux et régionaux, dirigeants libanais, et la vérité, chacun la connaît. D'abord, personne n'a intérêt à l'escalade. Ensuite, l'intégrité, la sécurité, la souveraineté du Liban doivent être préservées. Et rien, aucune aventure régionale, aucun intérêt privé, aucune fidélité à quelque cause que ce soit ne mérite de déclencher un conflit au Liban. Enfin, plus que jamais, il vous faut dans cet instant un président pour assumer la conduite du pays face aux menaces qui pèsent sur vous. Et c'est la responsabilité de toutes les formations politiques de prendre leurs responsabilités et au président du Parlement de les réunir au plus vite. Je le sais, dans la confusion, dans le chagrin, l'espoir est une denrée rare. Dans cette confusion, dans ce chagrin, la France se tient à vos côtés. Parce que la guerre n'est pas inéluctable. Et la France ne cessera de dire que l'avenir du Liban doit s'écrire au Liban et par le peuple libanais. Voilà, mes chers amis, ce que ce soir je voulais vous dire, et au nom de mes compatriotes, vous redire à nouveau notre amitié fraternelle, et vous dire que la France est et restera le garant de cette exigence et de cette espérance. Coup de tonnerre à la mer Noire. Retenons que méga exercice militaire russe dans la mer Noire, cela inquiète les Nations Unies souvent. Entre la fin août et la mi-septembre. Son nom, Océan 24, et les marines occidentales ont suivi de près la manœuvre, Franck Alexandre. Océan 24, annoncé à grand renfort de publicité. 400 navires, 17 pays invités pour un exercice qui s'est joué sur les océans Arctique, Pacifique, les mers Baltiques, Caspienne et Méditerranée. Mais dans les faits, quelques dizaines de navires seulement ont pris la mer. Un exercice en trompe-l'œil, dit le spécialiste de la pensée stratégique russe, Dimitri Minik. On se rend bien compte que les effectifs d'entraînement ne sont pas du tout ceux qui avaient été annoncés par le ministre de la Défense, Belousov. Au fond, ça nous dit que c'est une manière pour la Russie d'impressionner évidemment ses adversaires déclarés ou non. Ils veulent montrer que leurs ambitions sont totales sur toutes les frontières de la Russie et même au-delà. On a vu la Méditerranée orientale qui a été également concernée par ces entraînements. Avec 3 navires et un sous-marin, une manœuvre observée par la frégate française Languedoc. Nous avons joint Loïc Boyer, son commandant, lorsqu'il était en mer. Nous avons pu l'observer parce que l'objectif de déployer une frégate en Méditerranée orientale, c'est pour faire de l'appréciation autonome des situations. Pour autant, ça n'a absolument pas fait l'objet d'une attention particulière. Oui, effectivement, les unités russes ont préparé à cet exercice, mais je dirais, comme pour tout exercice routinier d'entraînement habituel d'une marine. Exercice routinier, excepté dans le Pacifique où la Chine s'est jointe à l'exercice et la presse japonaise s'en est fait l'écho. 4 navires russes et 4 navires chinois ont patrouillé en mer du Japon, une région où la flotte russe du Pacifique
impressionne toujours, souligne Eric Frécon, enseignant à l'université de Singapour. La Russie a quand même cette image de grande puissance. Elle essaye d'apparaître encore comme cette grande puissance qu'elle était et qu'elle serait toujours. Je vous renvoie à un rapport commandé par la marine australienne et qui ciblait la flotte du Pacifique, qu'il faudrait peut-être pas trop négliger non plus. Un des principaux enseignements, c'était que la guerre d'Ukraine n'a pas d'impact sur la flotte du Pacifique, même si effectivement peut-être qu'il y a eu embrouille ou esbroufe sur les chiffres. L'illusion d'Océan 24 a aussi porté sur la participation des marines étrangères, en particulier dans l'Indo-Pacifique où, excepté la Chine, personne n'a souhaité s'associer à l'exercice. Dimitri Minik. Océan 24 montre toutes les limites en fait de la stratégie mondiale de la Russie. On voit bien que le Sud global, il est pas pro-russe. Faire des exercices navals avec la Russie, c'est aller un peu trop loin aussi. Très peu de ces pays veulent s'aliéner les Occidentaux. Et c'est là qu'on voit que la Chine a une trajectoire spécifique. Elle a plus intérêt que les autres à ce que la Russie apparaisse comme une puissance forte et qu'elle résiste à l'Occident. Océan 24 voulait être la réponse de Moscou à Steadfast Defender, le gigantesque exercice de l'OTAN du printemps dernier, mais ce fut plus une manœuvre informationnelle qu'un véritable exercice naval. C'était la chronique défense avec Franck Alexandre. 16 blessés dans le frappe aérienne russe sur l'immeuble d'habitation à Zaporizhzhia. Suivant ces détails. Au moins 16 personnes ont été blessées dans la nuit de samedi à dimanche à Zaporizhzhia dans le sud-est de l'Ukraine après une nouvelle attaque aérienne russe. Selon les autorités locales, les bombardements auraient frappé la ville 13 fois d'affilée. L'une des frappes a touché et partiellement détruit une tour d'habitation. Les opérations de sauvetage sont en cours. Plusieurs personnes pourraient encore être coincées sous les décombres. Plusieurs centaines de kilomètres plus loin, le bilan des attaques russes sur le centre hospitalier de Soumy est monté à 10 morts, avec 22 blessés supplémentaires. La plupart des décès sont survenus lors de la deuxième frappe, lorsque le personnel médical et les patients étaient en train d'être évacués. Côté russe, 125 drones ukrainiens ont été abattus au-dessus des régions de Volgograd, Voronezh et Rostov, selon le ministère de la Défense du pays. Ces destructions auraient déclenché un incendie de forêt sur plus de 20 hectares, mais aucune victime n'a été signalée. La députée française Mathilde Panot apporte son soutien au peuple libanais. Suivant en ces détails. Ce sur quoi nous alertions est en train d'arriver sous nos yeux. Nous avions dit 1000 fois que si personne ne stoppait le criminel Netanyahou sur les génocides en cours à Gaza, alors nous savions et nous avions dit là aussi 1000 fois que la prochaine cible serait le peuple libanais. Dès janvier, Jean-Luc Mélenchon et une délégation insoumise s'est rendu au Liban. Et depuis, le Liban a redit « Pas touche au Liban !» Alors, à l'horreur s'ajoute l'horreur. Un an de génocide en cours toujours à Gaza. Une politique de colonisation qui continue et qui tue en Cisjordanie. Et maintenant, des explosions de beepers, de talkies, de téléphones, d'ordinateurs qui ont explosé n'importe quand, n'importe comment, avec une officialité médiatique française qui ose parler de merveilles technologiques alors que l'usage d'objets civils pour des armes, pour tuer ou pour mutiler est une violation du droit international. Honte à ceux qui ont félicité cette opération qui a été faite par l'extrême droite de Netanyahou et qui continue maintenant par des bombardements qui tuent d'ores et déjà des centaines de personnes et va continuer de le faire. Nous ne savons pas jusqu'où ira cette offensive si Netanyahou n'est pas mis hors d'état de nuire politiquement. Ils ont commencé par le génocide à Gaza qui continue, la politique de colonisation en Cisjordanie, le Liban maintenant, ce matin, la frontière libano-syrienne. Jusqu'où iront-ils? Jusqu'où nos gouvernants resteront-ils dans cette inaction complice qui, en quelque sorte, cautionne les massacres qui sont en cours? Alors, honte à Emmanuel Macron, qui 3 jours après le début de l'offensive, décidée par Netanyahou, a réussi l'exploit de ne pas citer une seule fois ni le nom de Netanyahou, ni le nom d'Israël, et qui a expliqué que le chagrin avait frappé les Libanais. Non, ce n'est pas le chagrin, c'est une politique criminelle, celle de Netanyahou,
et de son gouvernement d'extrême droite. Et vous n'avez qu'à écouter ce qu'on a dit un de ses ministres qui expliquait que le Liban avait beau posséder un drapeau, que le Liban avait beau posséder des institutions, eh bien que le Liban finalement n'était pas un État et que Israël devrait redessiner les frontières de cet État. Nous redisons aujourd'hui que le Liban est un pays souverain, pas touche au Liban. Alors, depuis, devant l'empire des frappes, Emmanuel Macron a fini par sortir une proposition en parlant de cesser le feu de 21 jours et de je ne sais quoi. Nous disons ici, halte au mot 20, halte à la guerre totale que veut Netanyahou. Et cela commence par dire que faire cesser le génocide à Gaza, c'est faire cesser la guerre au Liban. Et que faire cesser la guerre au Liban, c'est faire cesser le génocide à Gaza. Alors stop au mot 20. Et nous voulons et nous disons ici à Emmanuel Macron que la première des choses à faire, c'est de reconnaître l'État de Palestine immédiatement. Que la première des choses à faire, c'est de décréter un embargo sur les armes. Que la première des choses à faire, c'est de décider de sanctions à l'encontre d'Israël. Que la première des choses à faire, c'est d'agir pour la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, qui est conditionné au respect des droits humains. Alors, je veux vous dire que rien de ce que nous faisons n'est vain. Et que Netanyahou le sache. Il n'aura jamais raison de la résistance du peuple libanais. Que Netanyahou le sache. Il a d'ores et déjà perdu la bataille des peuples. Et vous n'avez qu'à voir aujourd'hui, lorsque ce criminel a parlé à l'ONU, quasiment toutes les délégations de tous les pays sont sorties, montrant à quel point il est devenu lui-même un paria. Oui, si nous sommes ici, comme nous serons le 5 octobre dans la rue et à beaucoup d'autres dates, c'est pour réaffirmer que le peuple français, comme l'ensemble des peuples du monde, est aux côtés du peuple libanais, est aux côtés du peuple palestinien et du côté de la paix. Et je voudrais terminer par les mots du grand poète palestinien Mahmoud Darwish, qui disait « Nous n'abandonnerons pas la tranchée tant que durera la nuit. À l'absolu, Beyrouth est dévolue. Force à vous les amis !» C'est par ces numéros que nous bouclons notre journal de séjour au rappel des titres. Retenons que la participation brutale du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi au 79e Assemblée générale de l'ONU. Toujours au sommaire, retenons qu'en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky aux États-Unis pour y présenter son plan de victoire contre la Russie. Retenons encore que le président russe Vladimir Poutine, toujours au sommaire, affirme que bientôt il va utiliser des armes balistiques et nucléaires pour contredire le plan de l'OTAN. Pratiquement arrivé à la fin de notre journal. Merci pour votre réelle attention, peuples africains, partout dont vous nous suivez, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Australie. Je vous dis sincèrement merci pour votre réelle attention. Je vous demanderai de visiter aussi notre chaîne YouTube. Le Congo ne tombera jamais. KTJ News Monde pour ne rater aucune de nos informations. C'était votre humble frère Nevu Le Toko. Portez-vous bien. Bye et à la prochaine. Merci.